Salut, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et toi? Ça va. Euh, quel, ça fait déjà un certain temps que Twitter a été racheté par Elon Musk. Et je voulais savoir quels étaient quel était ton sentiment sur cette question, parce que je sais que t'es un utilisateur plus assidu que moi. J'adore Twitter, c'est mon journal, c'est mon Facebook d'autrefois, c'est là où je m'informe et c'est là où je me distrais aussi parce que c'est très drôle. Et c'est plus marrant qu'avant. D'abord, il y a des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui rendent l'usage plus intéressant. Il y en a un que Euh, j'aime bien, c'est le, comment on appelle ça? La modération par le groupe, c'est-à-dire que des le- lecteurs ont ajouté ont contextualisé un contenu ou un truc comme ça. Oui, oui, c'est ouais, un ça peu c'est pas l'arme mal. anti-fake news, mais par les Par les utilisateurs. utilisateurs, exactement. Et il y a une grande liberté sur Twitter en fait maintenant. En fait, on a moins peur de s'exprimer sur Twitter. On peut plaisanter, on peut faire des plaisanteries potaches qui avant pouvaient nous valoir des coups sur la figure. Cela dit, l'autre jour, j'ai utilisé le mot suicide et mon compte a été inactivé pendant quelques heures parce qu'il y a des mots que tu peux pas prononcer. Et effectivement, c'est l'incitation au suicide, je crois, qui peut être. J'utilisais ça dans le cadre d'un débat, hein, quelqu'un qui disait qui comprenait pas pourquoi est-ce que l'euthanasie pouvait pas être pratiquée. Puis moi je dis bah, écoute, t'as pas besoin tu peux te suicider toi-même. T'as pas besoin de demander à quelqu'un de t'aider, ou d'exiger en tout cas de quelqu'un, d'un médecin surtout, qu'il te tue. Et le fait d'utiliser tu peux te suicider toi-même, ça a été voilà, bon, ça m'a valu une suspension pendant quelques heures. Mais en revanche, euthanasie, il voit Bon, pas le c'est pas grave, problème, c'est ça? hein. L'apologie de l'euthanasie, non, il n'y a pas de problème. Incroyable. Ouais, c'est la bataille de la langue. Mais en fait, je suis plus rassuré, disons. Et puis le Twitter en chef, Elon Musk, est vraiment rigolo. Il te donne il t'indique la façon dont tu peux utiliser. Donc tu regardes ce qu'il fait, la manière dont il répond aux gens, et ça te donne les limites de l'usage, ça te donne des indications. C'est pas mal d'ailleurs que le patron soit le propriétaire d'un réseau comme ça, soit dessus et qu'il indique aux utilisateurs jusqu'où ils peuvent aller dans les plaisanteries, dans les réponses, dans l'ironie, dans l'humour, dans la gravité aussi, dans la réfutation de certaines, enfin Et la puis, violence de la réfutation. si je me trompe pas, il se met aussi en scène dans le sens où euh, lui-même, il va lui arriver de se faire reprendre, n'est-ce pas? Et il n'a pas Oui, honte de se faire corriger, enfin d'enfreindre des règles et les autres voient que ce sont effectivement bien les mêmes règles qui s'appliquent à lui et aux autres, ouais, n'est-ce pas? exactement, il est pas au-dessus des lois. Alors est-ce qu'il s'est fait déjà bannir? Je suis pas sûr. Non, mais c'est pas rare que parce que Twitter est quand même assez instantané, euh, c'est-à-dire que les gens vont envoyer des choses parfois pas réfléchies. Et notamment sur certaines sources, il n'a pas honte, Elon, de se faire reprendre en fait, et que Ah, quand derrière il il y a des utilise gens des qui le fausses, disent. ouais, quand il Voilà, utilise des fausses nouvelles, enfin des ouais, fausses informations, ou exactement. des sources qui sont pas vérifiées. Oui. Et ça, je trouve ça vraiment sympathique parce que voilà, ça montre aussi on n'est pas obligé de. Enfin, on tolère un peu L'erreur. l'erreur, voilà. Mm. Ouais. Ouais, tout le Ce qui monde est peut se quand même tromper. assez angoissant quand on utilise ce genre de plateforme. Ouais. Et donc il règne une grande franchise. Et puis il y a des nouvelles choses qui sont intéressantes, c'est qu'il est en train d'aller sur le terrain de YouTube ou d'autres
d'autres plateformes comme ça qu'il est en train de concurrencer, avec les longues vidéos. Par exemple, tu peux poster un film complet désormais sur YouTube. Tu peux avoir des abonnés payants à ton compte. Regarde Tucker Carlson là, qui s'est fait virer de Fox News et qui maintenant publie ses talk shows, enfin c'est pas des talk shows, mais enfin ses éditoriaux, puisque c'est une forme éditoriale, directement sur Twitter. Et il y a un moyen de monétisation ? Alors lui, je sais pas s'il l'a mis en place, mais oui, il y a des moyens de monétisation pour les créateurs de contenu. Ah oui. Et c'est vachement bien. Il faudrait peut-être s'y mettre. Il faudrait voir. Peut-être qu'on doit payer pour mettre du gros contenu, hein. C'est autre chose, mais c'est peut-être mieux parce que YouTube en fait est en train d'exercer une censure. Il y avait Peterson qui s'est fait censurer grave sur une vidéo où il discute du transgenre, et donc c'est un sujet sur lequel tu peux pas discuter sur YouTube, en tout cas pas librement. Et sur Twitter, tu peux tout à fait. Il y a eu le fameux reportage documentaire What is a Woman de Matt Walsh, qui est normalement en accès payant sur Daily Wire, dont on a déjà parlé, et qui a été mis gratuitement en quelques jours. Il y a eu 180 millions de vues de ce documentaire. Alors, je ne sais pas combien sont complètes, hein, parce que ça dure 1h30, mais c'est immense. Oui. Tu peux avoir l'audience... Sur YouTube, on ne compte pas le nombre de vues complètes non plus. Hein. Ah, ok, d'accord. Bon. Eh bien, là, il y a il y a la possibilité maintenant sur Twitter de commencer à faire du contenu plus sophistiqué. C'est plus seulement 140 caractères. Tu peux faire des tweets longs si tu achètes la certification bleue. Et puis, moi, il y a une chose qui m'a... Alors, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est ce qui est arrivé, ce que le Washington Post a révélé sur Instagram. La semaine dernière, ou il y a 10 jours non, peut-être. je n'ai pas suivi. Le Washington... c'est extraordinaire que tu n'en aies pas entendu. Même toi, tu n'en as pas entendu parler. Le Washington Post a fait une enquête sur l'utilisation d'Instagram par des réseaux de pédophiles qui postent du contenu de mineurs pornographiques. Mais c'est pas seulement qu'ils en postent, c'est que Instagram laisse faire les outils de recherche pour que les gens qui sont intéressés par du contenu pédopornographique puissent être bien servis. Tu sais, c'est l'algorithme. Hein. L'algorithme, c'est ce qui te sert. L'algorithme de Google va chercher à te donner les résultats qui t'intéressent. Oui. Et pareil pour abonnement sur Twitter ou bien les... Attends, il y a quelqu'un qui est rentré. Bon. Ou sur YouTube, ou voilà, tous ces réseaux, ou Facebook évidemment. Et Instagram favorisait, donc si tu étais intéressé par du contenu pédopornographique, eh bien, tu pouvais très facilement le trouver. Zéro réaction de Zuckerberg, à qui appartient Instagram. Aucune vague dans ce domaine. C'est un scandale immense. Un scandale immense. Mais c'est favorisé par l'intelligence simplement de l'algorithme. Par l'algorithme, oui. Ceux qui recherchent ça vont être servis de ce genre de contenu sur Instagram, sans problème. Ah oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met... Parce que de la même manière que suicide sur Twitter, comme tu expliquais il y a un instant, ne pose pas de problème, là l'idée... Si, suicide pose un problème. Pardon, excuse-moi. De la même manière que suicide pose problème sur Instagram, sur Twitter, c'est-à-dire qu'il est en gros repéré par des robots qui ensuite vont envoyer ça à des gens qui modèrent le contenu. Là, le même problème qui ferait que quelqu'un... parce qu'il parlait des mots-clés en particulier qui étaient... oui, c'était alors des mots, des codes. Alors, il y avait des mots codes comme pizza. donc pizza, c'est effectivement l'histoire de Pizzagate. Ouais. C'est effectivement un truc de oui, c'est un nom de code de pédophilie. Il y avait... il y a CP, child porn. Mais bon, il y a le mot child porn ou quelque chose comme ça qui est que tu peux rechercher sur Instagram. Ah oui. Tu Donc pouvais, là, en tout cas, peut-être qu'Instagram depuis a
discrètement fermer le truc, mais qu'il laissait faire ça pendant des années. Tu sais, certaines opinions politiques sont censurées, mais alors un des pires vices qui est d'aimer la pornographie enfantine, la pédopornographie, celui-là est parfaitement toléré par un gros média comme Facebook, Instagram, quoi, Meta. Et personne, le Washington Post fait tout un truc, et rien, parce que normalement c'est ce genre de truc, pendant une semaine, t'as audition puis des auditions au Congrès, et puis Mark Zuckerberg vient faire ses excuses plates en jurant que ça n'arrivera plus jamais. Non, là, c'est tout à fait... bon, les gens haussent les épaules. Bon, c'est pas très grave, c'est juste un goût sexuel comme un autre. C'est pas très important. Mais quelle honte! Et donc, je fais la comparaison avec ça parce que ce genre de choses n'arrive pas sur Twitter. Elon Musk, sur Twitter, a affirmé plusieurs fois qui faisait la chasse à la pédopornographie, que c'était vraiment pour lui une chose absolument atroce, et qu'il n'était pas question qu'il y ait ça sur Twitter. Alors, est-ce qu'il était au courant de ce qui se passait sur Instagram avant que le Washington Post en parle peut-être, mais toujours est-il que, tu vois, au moins t'es sûr, c'est un peu plus vertueux, tu vois, alors que les autres font vraiment commerce de toute horreur. Et donc c'est aussi une raison pour l'absence de censure et puis quand même des bornes dans la décence commune et pas dans la poursuite d'opinions politiques intolérables, enfin en tout cas pas tolérées par certains. Ce sont deux arguments en faveur de l'usage de Twitter. Il paraît qu'ils ont du mal sur la pub en ce moment. Ça reviendra. C'est pas très grave, ça. Moi, j'ai entendu des gens qui disons, sont assez ouverts d'esprit dans le sens où ils sont pas en faveur de la censure généralisée sur Internet, enfin la censure des opinions qu'ils ne partagent pas. Et ils se plaignaient du fait que, notamment dans leur fil pour toi, donc je crois qu'il y a plusieurs fils sur Twitter. Il y a les gens que l'on suit activement, dont on a demandé de recevoir les tweets, et l'autre qui est plus ça s'appelle pas découvrir, mais c'est pour plus... toi, oui, c'est l'algorithme qui va te proposer des nouveaux comptes, qui sont assez proches de ce que tu es censé... Et alors des gens se plaignant que dans cet algorithme, dans l'algorithme qui gère la section pour toi, donc for you, avait tendance à favoriser des comptes assez obscurs, avec parfois très peu de followers, et surtout en fait d'accentuer ce qu'ils appellent le culture war, donc la guerre la guerre des opinions politiques, notamment entre la droite et la gauche, et sur des sujets dont on vient de parler, les transsexuels, éventuellement la pornographie, enfin la pédopornographie, et tous ces sujets. Et en fait, ils se plaignaient que ça accentuait ce côté guerre des cultures qui a tendance en quelque sorte à monter les gens les uns contre les autres, parce que dans ces contenus de guerre de culture, ce sont souvent les opinions les plus extrêmes de chaque camp qui sont mises en avant. Et oui, mais ça c'est vrai de n'importe quel journal. C'est Bishop bites dog. Lorsqu'un chien mord un évêque, c'est pas grave. Lorsqu'un évêque mord un chien, alors ça c'est le premier titre. Donc c'est déjà le cas dans la presse. Normal. Ce travers est déjà là. Même la presse responsable, installée, établie, elle a quand même tendance à faire ça, parce que c'est ce qui intéresse les gens. Et donc, que ce travers-là existe sur Twitter, bon... enfin, toi, c'est pas quelque chose qui t'agace. Moi, ça me frappe pas. Non. Ça me frappe pas. Ça dépend du fil de chacun. Hein, ils sont toujours différents. Parce qu'en fait, là où ça les gênait réellement, c'était que ça devenait un peu...
anxiogène en fait. Ça te maintient dans Ah cette oui, atmosphère de guerre des oui. cultures qui est quand même un peu. Enfin, Oui, mais si tu veux on pas a de la l'impression guerre, que le monde court à sa fin en fait, quel que oui, soit c'est ce qu'on pense. certain, mais c'est pareil sur YouTube, lorsque tu suis des comptes, tu suis du débat des idées sur le YouTube, ou n'importe quel débat d'idées, tu as toujours l'impression que c'est la fin du monde. Si tu veux pas ça, bah, tu vas sur Instagram et tu regardes des pépés qui font de la gym ou qui montent leurs fesses, ou des gars qui conduisent des voitures, ou des comptes de jeux vidéo. Mhm. Et t'auras pas de stress, mais si t'aimes le combat des idées, les discussions, si tu veux savoir quelles sont les idées qui occupent les gens en ce moment, euh, bah, tu vas sur Twitter et t'es très bien servi. Moi j'aime bien ça. Alors la règle pour moi, c'est de ne jamais, enfin j'essaye, j'y arrive pas toujours, de ne jamais écrire quelque chose que je ne dirais pas en face à face devant la personne. De faire un Mhm. commentaire Oui. ou de tweeter quelque chose. Oui, parce qu'en fait, on est tenté J'essaye, hein, d'être je pense pas que j'y plus. arrive tout le Ouais. temps. En fait, c'est On est tenté d'être plus violent, enfin de dire des choses parce qu'on n'est pas en face, c'est ça? c'est comme dans les insultes que tu profères quand tu es en voiture. Quand tu es derrière ta voiture, il y a des réactions face aux autres automobilistes et qui sont que tu n'aurais jamais s'ils étaient juste en face de toi. Parce que la possibilité de la réponse violente est trop importante, ou parce que simplement on ne se comporte pas comme ça normalement. Et donc les insultes qu'on profère quand on est au volant, c'est du même ordre que les commentaires violents, enfin en tout cas excessifs. Je veux pas parler de paroles violentes, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens, mais de propos excessifs qu'on peut avoir lorsqu'on fait un commentaire sur un réseau social. Alors moi, je suis pas anonyme. Alors déjà, quand t'es pas anonyme, quand t'as pas de pseudo, ça t'évite, ça te limite aussi, parce que bah, tu es éventuellement reconnaissable. Tu es sous ton vrai visage, et donc déjà, ça te force à te comporter comme si tu étais voilà, comme si t'étais face à quelqu'un. Mais bon, même avec ton vrai nom, tu peux avoir tendance à être à l'intérieur de ta voiture, quoi, sur Twitter, et à insulter les gens, parce que tu sais que on peut pas t'attraper. Et tu serais justement pour interdire l'anonymat sur Internet dans la. Non, je crois pas, Non. non. Non, non, parce que... euh, parce qu'il y a des tas de comptes qui sont très rigolos, et qui sont très intéressants, parce qu'ils sont anonymes. Ah Donc oui. quand les gens sont anonymes, ils peuvent dire des choses. C'est en fait c'est des ce sont les fous du roi. Ils sont c'est utile, hein, ils vont dire des choses, ils vont ridiculiser les puissants parce qu'ils sont ou les sujets les puissants, les idées puissantes ou les sujets ou les personnes puissantes parce qu'ils sont anonymes, parce qu'ils sont déguisés et ils disent des choses vraies. Il y en a qui sont stupides, donc ceux-là, bah, je ne m'intéresse pas à eux. Euh, mais ce qui me frappe, c'est là, je reviens sur sur ce que les gens, sur ce que les personnes peuvent dire, la manière dont ils peuvent se comporter. Ça a été depuis l'existence, l'apparition des réseaux sociaux, tout ça, j'invente rien, tout ça, ça a été commenté, dit, entendu de tous les côtés. Mais il faut le rappeler de temps à autre. L'autre jour, j'échangeais avec un professeur d'histoire d'université, enfin d'histoire de l'Église. Et enfin bon, il avait un propos qui aurait été, qui relevait du stalinisme, quoi, tu vois. Et alors il m'a répondu, je lui ai fait remarquer que ce qu'il disait était un propos stalinien. Je l'ai fait avec un gif, en mettant un gif de Staline. Et il m'a répondu, mais en m'insultant, quoi. Mais vraiment ignoble. Jamais il aurait fait ça. Jamais il aurait fait ça si j'avais été face à lui, devant un élève ou en cours. Mais Ouais. même ces gars qui sont censés être un peu sages, en fait, c'est des demi-clowns. Ils se comportent. Je lui ai dit qu'il se comportait comme un enfant. Et il a absolument. J'ai repris. Je lui ai dit, mais ne vous comportez pas comme un enfant. Enfin, on est là, c'est le débat d'idées. Vous en faites commerce. Tenez-vous bien, essayez de respecter une bonne tenue correspondant à votre statut, à qui vous êtes, enfin votre profession.
Et ça l'a foutu encore, évidemment. Encore plus encore. J'imagine bien, ouais. Mais bon, c'est aussi le travers des professeurs d'université surtout. Tu connais bien ce travers. Ce sont des gens qui sont habitués à avoir un auditoire captif. Et donc, Ah oui. ils sont très bavards. Ils sont jamais notés. Mhm. Ils sont rarement critiqués par des gens qui ne sont pas leurs pairs. Quand c'est leur père, alors ça peut être sanglant. Il n'y a pas de pire haine contre intellectuels. Euh, et quand c'est quelqu'un qui n'est pas qui les critique, il n'est pas de leur métier, vraiment, ils le prennent très très mal. Et bon, le problème c'est que c'est public quoi, sur Twitter. C'est leur Ouais. image qui en pâtit. Là, tous ces échanges que tu as, là, ils sont publics, c'est ça? Parce qu'il y Ouais, a bien aussi la sûr. Ouais. possibilité de s'écrire en privé. Oui, Ouais. mais ça j'utilise très rarement, pas Ouais. pour des conversations comme ça. Quand je veux avoir une conversation, je prends je prends Twitter à témoin, je prends le public à témoin, les gens qui sont Mhm. moi, j'ai pas grand monde qui regarde ce que je fais, hein. Mais bon, ceux Oui, en qui fait, vont le faire. c'est surtout ça la crainte, c'est qu'on se dit, bon, tout est public. Alors, bon, tu dis que ça a une vertu parce que ça permet aux gens de se modérer un peu, et notamment aussi ils le font à leur nom propre. Mais on a aussi peur d'avoir une trace parce qu'on voit bien ce que ça peut, les conséquences qu'il peut y Et oui, avoir oui, des oui, oui, années je sais. après, quand le vent Ah oui, tourne. bah oui, je sais. Qu'est-ce que tu en fais en fait de Bah, je ça? fais attention. Parfois, je supprime des tweets. Oui. Je suis pas une personnalité, je pense, dont les gens font des captures d'écran, donc c'est pas très grave. Mais je fais attention. Je fais attention à ce que je dis, comme on fait attention à quand on parle en public. Euh, J'aime bien plaisanter. Il y a des choses que je dis, que j'écris pour rigoler. Euh, je, J'utilise beaucoup l'ironie. Alors, évidemment, ça c'est dangereux parce que c'est pas toujours compris. Oui. J'utilise beaucoup le sarcasme. C'est- Twitter se prête très bien au sarcasme. D'abord parce que Elon Musk pratique beaucoup le sarcasme. Et Moi je le suis, c'est pas évident de savoir toujours ce qu'il veut dire. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu une des marques de Twitter, c'est que, vu que ce soit des phrases très courtes, elles sont pas immédiatement compréhensibles, notamment quand les gens commentent un événement qui s'est passé, mais dont le reste du monde n'est pas forcément au courant, et ils le commentent sans y faire référence, sans mettre d'articles, etc. Euh, et ça, je trouve ça toujours. J'ai l'impression que c'est un peu la loi de qu'on comprenne ceux qui comprendront ceux bah, c'est un discours, c'est qui sont un. dans le secret en fait, Oui, il y a des qui fils sont enfin, initiés. des discussions d'initiés, c'est ça ce que je voulais dire. Il y a des discussions d'initiés. Bon, ben, t'es pas obligé de. Ouais. Tu peux te sentir bête parce que tu comprends pas ce que c'est. Bah, si tu veux savoir, comprendre ce que c'est, bah, tu tapes un mot clé, tu vas regarder dans les tendances. Oui, non, Et mais puis ce que bah, je les veux gens dire, c'est parlent. que souvent, c'est aussi un peu une des formes justement, une des formes d'intelligence, une des manières de se mettre en avant sur Twitter, c'est d'être un peu cryptique. Et, euh, et donc, en fait, c'est une particularité, je trouve, on a peut-être moins ailleurs. D'ailleurs, c'est très drôle de voir comme chaque plateforme a sa culture d'interaction, de commentaires. Moi, je regarde beaucoup plus de YouTube que je suis sur Twitter et c'est rare que je regarde les commentaires, mais quand je regarde, c'est vraiment intéressant de voir comme les groupes ont tendance à créer leurs propres des commentaires qu'on revoit souvent, qui sont toujours très drôles, mais qui sont inventés, qui sont un peu propres à une petite communauté en fait. Il faudrait que je trouve un exemple pour que ça soit un peu plus parlant. Euh, mais ouais, souvent je m'attends pas. Les gens partent dans une direction avec les commentaires à laquelle je m'attends pas. Moi, j'aurais envie que je pensais que les commentaires allaient être sur tel thème. Et d'ailleurs, je pense que ça doit être peut-être lié à ma culture, qui est cette culture française où on est très critique tout de suite, où il y a beaucoup de vidéos où je regarde les commentaires et en fait les gens sont hyper gentils, hyper reconnaissants,
Alors que très souvent, déjà, quand on est un homme et ensuite quand on est français, on a tendance tout de suite à casser l'autre et à lui montrer ce qui, dans sa vidéo, est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce qu'il a fait, en fait. Et puis, surtout, on se gêne pas de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment particulier dans ces sous-cultures. Enfin bon, je conseille en tout cas à ceux qui ne sont pas sur Twitter d'y aller, mais c'est comme ChatGPT, il faut le manier, il Ouais. faut se familiariser avec l'outil, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est très vif, c'est très intéressant, puis tu trouves des tas de... Je disais dès le début que pour moi ce sont mes journaux, c'est mes sources d'information. Si tu veux suivre la guerre en Ukraine, tu vas sur Twitter et tu vas trouver des commentateurs, des gars, des sources d'informations, des vidéos. Alors bon, évidemment, tu as tous les trolls russes, c'est vrai qu'ils sont extrêmement actifs sur Twitter. Ah oui, ils sont actifs parce qu'il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles les Russes ont été quand même bien censurés, enfin, ou virés Oui, de. bah non, sur Twitter, ils sont sur Par- Twitter. Bah, c'est que tu te rends pas compte qu'ils sont russes, mais tu vois tout de suite à la tonalité des commentaires. Mhm. Bon, voilà. Et donc, euh, tu sens que ce sont des robots, des types qui sont là c'est pas intéressant ce qu'ils racontent. Et donc, je pense que l'algorithme les efface, mais si tu tapes un mot sur la loupe de la barre de recherche, tu sais, tu peux avoir ensuite le classement des résultats par récemment, personne, et puis les principaux tweets. Enfin, si tu vas sur récemment, là, tu as la totalité en direct, la totalité des tweets, de tous les tweets qui apparaissent avec le mot que tu as recherché. Et alors là, tu vois n'importe où et n'importe quoi, hein. C'est plutôt Oui. n'importe quoi. Et donc, c'est la. Voilà, Et tu Mais peux bon, les classer par nombre de suiveurs. je sais pas, j'ai pas fait attention à ça. Ouais. Peut-être. Mais bon, au moins, tu vois, t'as la donnée brute. T'as les réactions brutes des gens qui sont des comptes. C'est pas toujours des gens, enfin des comptes qui sont sur Twitter. Et c'est pas mal. Et t'aurais, par exemple, 3 utilisateurs à me conseiller de Twitter. Euh, Alors, à part Elon Musk, que je suis déjà. il y a Vincent Bénard, qui est D'accord, je le connais pas. un libéral français, un commentateur qui est très très bien. Vincent Bénard, très intéressant. Euh, Dans un genre tout à fait différent. Donc lui, il va publier des longs fils sur des sujets assez pointus, sur l'énergie nucléaire, sur l'urbanisme, sur l'écologie, bon, voilà. C'est très intéressant. C'est du travail de fond. Ensuite, il y en a un qui me fait, qui est un catholique anglais, très, très conservateur, qui s'appelle Ok. Eccles. Comment tu l'écris? Ecles. D'accord. Eccles. Et un troisième. euh, Ensuite, il y a des trucs de mecs. Donc, c'est parfois grossier. C'est de l'humour, vraiment de l'humour de salle de garde. Il y en a quelques-uns comme ça. Il y en a un qui s'appelle Lou du LOL, par exemple. Ou alors, il y a toute une série de types qui sont assez drôles en français. Il y en a un qui s'appelle Johnny Baudelaire, German Swinger. Euh, il y a... ils sont assez rigolos. C'est un genre d'humour un peu harakiri, mais pas tout à fait non plus. Pas toujours, c'est rare, c'est pas toujours porno. C'est parfois vraiment, c'est vraiment drôle. Il faut aller voir, c'est indescriptible. Ce qui est marrant avec ces gens qui font des comptes parodiques, c'est que. Ah, il y a évidemment Babylon Bee. Ah, oui, c'est un des trois, pardon. Le troisième, Ouais, c'est Babylon Bee. Ça, Babylon Bee, il faut absolument suivre. ça, Ah, je c'est les suis un un peu, oui. Ouais, Mais il pas faut les suivre sur. sur Twitter. Sur Twitter. Ouais. Parce qu'ils tweetent souvent, et puis le format est parfait pour Twitter. Ils ont vraiment trouvé le truc. Et c'est un compte parodique de droite américain, chrétien.
Et alors, et qui est parfois, vraiment rigolo. ils sont repris par des gens qui n'ont pas compris que c'était parodique. Hein. Ouais, aujourd'hui, ils sont assez connus, ça n'existe Ouais. plus, mais les titres sont incroyables. Hein. Par exemple, là, ce week-end, c'était euh, le, les LGBTQ rajoutent le signe dollar à la fin de leur... Dollar sign added to LGBT. Moi, j'aime bien. C'est parfait, parce que ça dit exactement ce qui est en train de se passer. C'est que toutes les grandes entreprises sont en train d'essayer de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, elles vont publier, mettre des drapeaux LGBT, faire un Pride Month et tout. Et puis ils rajoutent $. C'est juste un business. C'est comme Black Lives Matter, où on s'est rendu compte que les fondateurs avaient payé tout l'argent pour s'acheter des villas à plusieurs millions de dollars en Californie. Et moi, j'aime bien les gens qui appellent euh, les, les, euh, les LGBT les gens de l'alphabet, the alphabet Alphabet people. People, ouais. Ouais, c'est bon aussi. Je trouve ça vraiment pas mal. Et puis dans ce reportage que tu citais, What is a Woman de Matt Walsh, je crois que le moment que tout le monde a préféré, c'est celui où il disait que finalement choisir ses pronoms, c'était comme choisir ses adjectifs. Et que lui, personnellement, il choisissait amazing and handsome, ou quelque chose comme ça, que je suis génial et très beau. Et le fait que, je pense que tu as dû voir ça, hein, que Elon Musk a mis sa Dans sa description bio. sur Twitter, dans sa biographie, justement ces deux adjectifs en référence à Ah, je au- n'ai pas fait attention. là où tout le monde met ses pronoms, lui, il a mis ça et je trouve ça assez très très bien vu. Bah, moi j'ai mis Et comme pronom, j'ai mis comme pronom le pronom personnel latin décliné dans la 5 déclinaisons. ah oui, ah oui, je crois que j'ai vu ça. Is eum, eius, eo, ei. I. C'est mes pronoms. En tout cas, c'est assez dingue. Et au sujet de la... Enfin, je pense que ce que les gens, effectivement, sont en train de découvrir avec cette histoire de what is a Woman. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que, comme tu disais, ce reportage qui vient d'être relancé par Twitter, d'après ce que j'ai compris, il avait déjà 1 an. Ça faisait Au 1 an qu'il moins, avait été ouais. publié. Et en fait, c'était pas du tout une première mondiale, mais c'était une rediffusion, enfin un relancement. Et c'est assez incroyable le, le succès que ça a eu. Et Un moi, coup de pub magnifique pour Daily Wire, hein. Incroyable. Hein. ah oui, Très très bon, fort très aussi. très bon Ouais. marketing, hein. Ouais, très fort. Surtout qu'ils ont été interdits. Ouais, c'est tout des Ah tas oui, parce d'embondissements. que c'est ça, parce qu'à l'intérieur, Ça a été l'effet Streisand. Ça a été un effet Streisand de c'est Barbara quoi l'effet Streisand. stressant? Bah, l'effet Streisand, c'est quand il y a quand quelqu'un essaye d'effacer une bêtise qu'il a fait ou qu'il a dite, et en fait, ça attire encore plus l'attention. D'accord, ok. Et Et donc c'était là, dans quel... l'effet Streisand de What is a Woman, c'est que Twitter avait... En fait, Daily Wire avait conclu un accord avec Twitter pour diffuser ce film gratuitement Oui. pendant 24 heures ou 48 heures. Et puis au dernier moment, où ils l'ont publié, et puis Twitter a a interdit la diffusion du truc. Et alors, Au moment pour essayer au de moment où ça a été supprimer, lancé, ouais. au moment du Oui. lancement, pour essayer de supprimer le contenu. Puis en fait, ça a fait les autres, évidemment, les mecs à qui c'est arrivé, ils sont tout de suite appelés, ou en tout cas signalé ça à Musk, qui a dégagé tout de suite la Oui, parce qu'en personne fait, c'était qui avait interdit ça. une opération commando, enfin des pirates à l'intérieur de Twitter, Ouais. des gens bien Des intentionnés salariés. qui ont essayé de prendre le contrôle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Enfin, donc qui ont la pris fille le qui a fait contrôle ça. de fait. Ouais. Ouais. Et la fille qui a voulu qui a voulu supprimer ce reportage a été virée, a été débarquée le lendemain Ouais. de Twitter parce qu'elle n'avait pas respecté le contrat. Quoi. Twitter avait signé un contrat avec
Donc il fallait respecter. Et donc ça a fait évidemment une pub dingue à Matt Walsh, enfin, à l'équipe du Daily Wire. Ouais. Et donc c'était magnifique. Moi, ce qui m'a frappé le plus dans ces révélations, dans ce reportage, et finalement, et même des éléments, enfin, à une autre occasion, j'avais entendu parler d'éléments au sujet des chirurgies de changement de sexe qui m'avaient vraiment ouvert les yeux. C'est sur le fait que le corps se bat pour inverser ces chirurgies, en fait. Que constamment, alors je ne veux pas donner de détails trop graphiques, mais donc ils en parlent notamment dans ce documentaire What is a Woman, que pour Ah oui, quand les il y a hommes cette notamment femme. qui veulent devenir une femme, que c'est pas... non, pardon, pour une femme, là c'était une femme qui voulait devenir un homme, je m'y perds. C'était pas du tout aussi évident que ça de se faire un nouveau membre, et qu'il y avait tout un tas d'effets secondaires absolument affreux. Et j'ai entendu, mais alors, à une autre occasion, que l'inverse, pour un homme qui voudrait devenir femme, que c'est, pour dire ça joliment, la maintenance nécessaire pour conserver Des un vagin fonctions. artificiel est absolument... ça, c'est horrible. Si vous voulez des détails, je vous encourage à chercher, mais je ne réalisais pas l'ampleur du truc, et à quel point Mais c'est vraiment une bataille même, sisyphienne. même une ablation des seins, qui paraît moins Ah compliquée oui, qu'une vaginoplastie ou qu'une phalloplastie, l'ablation des seins, même l'ablation des seins, reste un truc compliqué parce il reste parfois des adhérences des glandes mammaires qui vont rester sous les tissus qui ont été manqués par le chirurgien et qui vont ensuite suinter, quoi. ah oui, Et donc, tu as des infections, tu as des douleurs. Il y avait une émission, enfin, il y avait une interview de Peterson sur le sujet avec une femme qui s'appelle Abigail Shrier. Un des meilleurs et des plus terribles entretiens de Peterson. Abigail Shrier. ok. Ça s'appelle Irreversible, je crois, le titre enfin, bon, bref, il faudra le mettre dans la description. Ok, je C'est chercherai, je ne vraiment. connais pas. Alors là, il raconte en détail, là, il rentre en détail, dans les détails de la chirurgie, c'est absolument ignoble. Vraiment. Et puis, même pas sur la chirurgie, sur les effets de la mutilant, ouais. testostérone. Les effets de la Ah testostérone, oui, la castration chimique, les effets. C'est-à-dire qu'au début, dans les premiers, enfin, en gros, au début, dans les premiers temps, la testostérone a un effet antidépresseur. Et donc, dans les premiers temps où tu prends ton traitement de testostérone, quand tu es une femme qui veut devenir un homme, tu te sens hyper bien, etc. Et puis en fait, au bout de quelques semaines, tu commences c'est pire qu'avant. Bon bref, c'est des choses, c'est vraiment des apprentis sorciers. On comprend, comme tu dis, le corps se défend contre ces choses qui sont opposées à sa nature génétique. Hein. Et donc il vaut mieux porter. Il faut surtout pas toucher à ces trucs-là, quoi. Oui, moi je m'interroge vraiment sur l'avenir du truc, en fait, parce que, bon, nous on est plutôt contre. Mais il y a quand même une bonne partie des gens qui ont l'air... Qui s'en fichent, en fait. Ils pensent, oui, si qui elle ont l'air à peu se près sent bien. heureuses. Voilà, et qui... Non, mais même, alors, admettons qu'on fasse abstraction des cas de gens qui sont en fait beaucoup plus suicidaires, comme c'est décrit dans ce documentaire, dans les 8 à 10 ans après la chirurgie. Euh, En réalité, effectivement, on va peut-être mettre en avant ces cas, mais il y a peut-être d'autres personnes qui vivent bien. Et je me demande si ce qui va se passer, c'est pas un phénomène un peu semblable finalement à la chirurgie esthétique telle qu'on l'a vue. C'est-à-dire que dans les premiers temps, euh, on a vu les chirurgiens faisaient leurs expérimentations en fait sur des gens, et donc on se retrouvait avec des gens qui étaient
qui avaient des traits qui étaient en fait qui avaient été ratés par la chirurgie esthétique et on a énormément d'exemples. Mais avec le temps et la pratique, euh, mon impression c'est qu'en fait la chirurgie esthétique est en train de progresser entre guillemets, c'est-à-dire que on obtient des effets moins visible ou plus discret. Alors, je ne veux pas parler de la nouvelle tendance de se faire grossir les fesses et de se faire gonfler les lèvres, parce que ça, effectivement, c'est très très loin de la mesure, enfin du juste milieu. Mais je pense que pour beaucoup, finalement, ça devient difficile de dire de dire en fait s'il y a eu chirurgie ou non parce que c'est de fait de plus en plus de façon discrète, etc. On n'est plus du tout dans les ratages qu'on pouvait avoir. Et je me demande en fait si avec le temps on va pas aussi avoir cette tendance-là avec ces différentes plasties que ça soit des seins ou autres. Et je sais pas ce que tu penses de ça en fait. Je sais pas, j'ai vraiment aucune idée. Enfin, peut-être que sur les hormones, on va réussir à mieux contrôler ça. Mais enfin, sur la vaginoplastie ou la phalloplastie, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire Ouais. Bah, où sont les sources de progrès? Tu peux créer Alors, quoi? Tu voudrais non, créer... mais c'est surtout pour les effets indésirables, en fait. Parce que une fois que les gens ont obtenu ce qu'ils voulaient entre les jambes, c'est plutôt que tous les effets indésirables dont ils souffrent, dont on parle pas trop, ce serait plutôt ça. Parce qu'évidemment, le but ultime qui est de rendre un homme capable de porter un enfant et vice-versa. Évidemment, ça, je pense qu'on en est quand même très très loin. Et or, ce serait évidemment l'objectif ultime, même si c'est impossible. Donc, c'est plutôt sur cette partie effet indésirable. Peut-être, enfin, les, les infections urinaires qui sont évidemment un problème gigantesque après des opérations comme ça, dans les deux sens d'ailleurs. L'absence de, enfin la fin d'érotisme aussi, hein. Euh, la disparition du plaisir sexuel après des opérations comme ça, c'est aussi Ah oui. assez général. Je vois pas tellement Ouais. comment maîtriser. C'est vraiment de la chirurgie compliquée, hein, et d'ailleurs, on sait même pas vraiment comment ça marche, le plaisir sexuel. C'est à moitié dans la tête aussi, hein, donc. Mais enfin, c'est vraiment, bon. Je pense que ça reste de toute façon extrêmement minoritaire. Même chez les trans, même chez les gens qui prennent des hormones, par exemple les femmes qui prennent des hormones, combien y en a-t-il qui se font faire une phalloplastie? Et pire encore chez les hommes qui se font faire des seins et qui portent du rouge à lèvres, combien y en a-t-il qui se font couper l'appareil génital? Je pense que c'est vraiment minoritaire. Et la preuve, ce qu'on met en général en avant ce week-end dans le Daily Telegraph, il y avait un double couple trans qui avait qui avait deux enfants ensemble. C'est-à-dire que, j'explique, hein, une Ouais. femme qui est devenue homme et un homme qui est devenu femme, et alors ils se sont mariés ensemble. J'ai dit, mais attendez, ok, allez, pourquoi tout ce chemin? Bon, ok. Et ils ont réussi à avoir des enfants. Donc en fait, ni l'un ni l'autre n'a subi d'opération. Ouais. Ils ont fait un enfant ensemble, c'est que la fausse femme qui avait la chick with a dick a pénétré, a pénétré la femme à barbe. Et donc, la femme à barbe est devenue enceinte. Voilà, Oui, en fait, c'est ça qui là, se on passe dans entre. la plupart du temps. Les Oui. chirurgies esthétiques, je pense que c'est vraiment... Non, mais bon, on entre surtout dans le domaine qui est que, en fait, ultimement, pour beaucoup de ces gens, ils sont dans ce qu'on aurait appelé, il y a 50 ans, la perversion sexuelle. C'est-à-dire que, quel que soit le partenaire, etc., ils sont vraiment ouverts, ils sont curieux. Et donc, finalement, voilà, c'est ça, ils cherchent pas tellement, enfin, pour beaucoup, ils cherchent pas tellement à être une vraie femme ou à être un vrai homme jusqu'au bout, d'autant qu'ils savent que c'est impossible ultimement, en tout cas pour ce qui est de la reproduction. Euh,
mais effectivement, ça les gêne pas oui, enfin, ce cas-là illustre bien, oui. Il faut pas oublier il faut pas oublier le bois de Boulogne. Le bois de Boulogne à Paris, Oui, depuis 50 ou 60 ans, il est fréquenté par des prostituées hommes qui sont déguisées en femmes, déguisées, enfin parfois avec des seins, etc. Et cette attraction bizarre de certains hommes pour des relations avec des travestis, c'est très ancien. C'est toujours resté très minoritaire, bien sûr. Hein, c'est le oui. domaine de la prostitution. Mais bon, on comprend. Enfin, on sait que ça existe on sait que ça existe et que c'est quelque chose d'ancien et de permanent, on va dire. Bon, c'est plus ou moins facilité selon les périodes, mais voilà. Donc, est-ce que tout ça est bien nouveau? C'est bien nouveau dans la mesure où on considère que ces gens-là doivent être considérés comme enfin, doivent être regardés comme des personnes normales et pas avec des gens qui ont probablement des problèmes mentaux. Et le fort taux de suicide chez ces gens-là, qui n'est pas dû, contrairement à ce que disent les militants, à à une persécution sociale, mais simplement un triste état de ces gens-là, qui sont souvent malades, devrait, voilà, devrait susciter plutôt de la pitié, de la compassion. Et pas simplement les encourager en disant ah c'est super, il faut être comme on est, il faut be yourself, be yourself. Chaque fois que j'entends ça, je me souviens, je me dis enfin ça fait quand même plus de 100 ans que qu'on sait par Freud que le moi est quand même particulièrement obscur et que Tordu, be oui. yourself, cette injonction à être soi-même, c'est ce que dit Rimbaud, je est un autre. Je ne sais pas, un jeu est un autre. Je ne sais pas. Les profondeurs, l'obscurité qu'il y a en nous rend cette injonction d'être soi-même particulièrement compliquée. Et donc, c'est quand même un très mauvais conseil que d'encourager les gens à être eux-mêmes, parce qu'en fait, on ne sait pas qui on est soi-même. Et donc, c'est une Mais quête c'est-à-dire très, que très surtout complexe. on va le dire à des gens qui, au moment où ils se sentent pas très bien, c'est souvent Oui, à ce où moment-là ils que ont. ça Oui, c'est intervient. ça. Mais oui, mais suis ton intuition, sois toi-même, tout ira bien. Il y avait une vidéo publiée par l'école de mon fils là, la semaine dernière où il y avait ces niaiseries qui étaient annonnées par des élèves qui en avaient mis. Enfin, j'ai appris ensuite qu'en fait les élèves disaient ces choses-là, mais n'y croyaient absolument pas. C'est simplement qu'il y avait le caméraman qui était arrivé, qui les avait pris sur le. Il avait dit quelque chose pour le Pride Month, alors ils disent une ânerie Ah oui, parce absolument que pas c'est ok. honnête. Mais Une vidéo. je me trompe ou c'est plus, on en fait plus quand même plus pour le Pride Month au Royaume-Uni qu'en France. Bah écoute, moi j'ai vu les logos de la SNCF. Non, mais Bah, je tu parle vois, notamment auprès des jeunes. dans les écoles, bah non, je pense qu'en Non? France c'est aussi particulièrement salé. Hein. Ouais. On n'a pas nos enfants dans les écoles normales, mais enfin, en France, moi j'ai mes enfants en France, ils ne sont pas dans une école classique. Et ils subissent pas ça, mais je suis sûr que dans l'éducation nationale, il doit y avoir Ouais. il doit y avoir des instructions données. Bon, il n'y a pas, en France, j'ai l'impression qu'il y a moins ça, par exemple, dans l'armée, parce que c'est vrai qu'en Grande-Bretagne, le ministère de la Défense est vraiment, comme le département de la Défense américain, est particulièrement salé de ce côté-là, quoi. Hein, Hmm. mise en valeur de tous ces trucs-là. La grande muette est devenue la grande folle. Pas mal. En tout cas, pas en France. En France, le ministère de la Défense n'a pas donné là-dedans, encore. Mais bon, ça va arriver, hein. Je suis sûr que ça va arriver. Bah justement, moi j'ai plus l'impression, enfin je sais pas à quel point c'est important, hein, mais on parlait il y a quelques semaines de go woke, go broke, donc si les entreprises qui de façon un peu forcée répondent à l'appel des gens de l'alphabet et puis commencent à aller dans ce sens-là, souvent leur base de clients fidèles les délaisse. J'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de sociétés
qui ont en fait arrêté, enfin, qui l'ont fait l'année dernière, mais qui l'ont plus fait cette année. Je ne sais pas si tu as suivi ça un peu, alors je ne pourrais plus J'en te sais donner la rien. liste exacte, mais je veux dire, Moi, il me semble pas que Disney non, soit non, parti. je parle de sociétés plus qui se posent un peu plus, enfin, bon, bon, Bud Light l'a pas fait évidemment, mais il y a une autre société de bière light infâme aux États-Unis qui est aussi, je crois, je sais plus si c'est Coors ou une autre, mais qui n'a pas fait, et puis d'autres sociétés quand même assez importantes. Euh, je veux pas dire de bêtises, mais peut-être Microsoft ou quelque chose comme ça, ou alors enfin, juste pendant 2-3 jours au début du mois, et puis ensuite ils ont arrêté. Euh, ouais, enfin ça. Mais bon, pour moi, ceux qui me font le plus rigoler à suivre cette tendance, ce sont les armateurs américains. Euh, Les comme armateurs? oui, enfin les fabricants d'armes aux Ah, non, c'est pas États-Unis. un armateur. Un armateur, Oui, c'est pardon, excusez-moi, je sais pas pourquoi je les dis ça. fabricants d'armes, les Oui, marchands de canons. Ah oui, ma- ah oui, 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 il y avait une super vidéo d'un défilé de Pride Month où tu avais Lockheed Martin. Oui, je crois que c'est ouais, Lockheed c'était. Martin qui fabrique des bombes et des avions de chasse et des missiles et des drones qui avaient non, ou Raytheon, oui, ou Lockheed Martin, enfin des deux, pareil quoi, qui avait son char avec ses employés dessus en train d'acheter des drapeaux Ça se trouve, bah, multicouleurs. même pas ses employés à eux, sans Et doute en plus, oui, d'autres. peut-être des gens qui ont mis dessus, simplement des Ouais. comédiens payés pour le faire. Ce qui est Ah oui, enfin, les extraordinaire. marchands d'armes. C'est l'histoire des armées, de l'armée britannique ou de l'armée américaine qui s'amusent à mettre en avant pendant Pride Month leur engagement. Ouais, c'est vraiment en fait extraordinaire le fait que finalement c'est un beau signe d'unité parce que c'est vrai que évidemment tous les gens qui sont euh, enfin, qui se présentent comme une minorité qui est oppressée. Alors bon, évidemment, ils sont mis en Opprimés. avant, Opprimés. excuse-moi, opprimés. Évidemment, ils sont mis en avant dans des parades, à la Maison Blanche ou ailleurs, et puis surtout soutenus par toutes les enfin la plupart des grandes entreprises. Donc on voit pas trop l'oppression, mais c'est quand même incroyable que ces gens qui sont donc en principe une minorité, en principe opprimés, et donc probablement anti-système, se retrouvent à porter des bannières Lockheed Martin et autres grands Oui. conglomérats qui en réalité défendent pas du tout. Oui, mais ça, c'est un On paradoxe. comprend pas leur alignement. Ouais. C'est un paradoxe soulevé par pas mal de commentateurs qu'il faut observer que la gauche est devenue un soutien d'établissement. Qui eût cru que la gauche Aller soutenir la grande allait pharmacie. soutenir la Big Pharma, par exemple, pendant le confinement, enfin pendant la crise du Covid. C'était l'extrême gauche, en tout cas aux États-Unis, les démocrates, en France, le centre-gauche, la gauche, qui était le plus en faveur de toutes les mesures liberticides. Bon, c'est pas très étonnant de la part de la gauche. Et puis surtout qui soutenait l'intervention, le fait d'injecter des trucs dans le corps des gens, en disant que c'était très très important. Et Non, puis, oui, enfin, même pire, je dirais, euh, faire confiance aveuglément à à ces des entreprises. grandes entreprises, Voilà. oui, bien sûr. De faire confiance à ce qu'elles expliquent comme étant des essais cliniques enfin, qui ont été validés par eux sans qu'il y ait vraiment de contrôle extérieur. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc la bonne foi des grandes entreprises. Oui, penser que les entreprises sont des bienfaiteurs de l'humanité, ben c'est la gauche qui s'est mise à... En fait, il y a eu une inversion dans le champ politique. C'était plutôt la droite ou les conservateurs en général qui faisaient confiance aux acteurs du marché libre, aux entreprises. Et puis soudain, c'est la gauche qui s'est mise à les soutenir, à refuser absolument de mettre leurs paroles ou leurs méthodes en jeu, à les soumettre à la critique au moins, simplement, ce qui est tout à fait normal, on peut les soumettre à la critique, on doit. Et puis la droite qui, en revanche, s'est mise à les critiquer.
Mais il y a eu beaucoup de renversements de ce genre-là dans beaucoup de domaines, hein, par exemple dans la comédie, dans l'humour, dans la caricature. Les bons comédiens, regarde, un bon comédien en France aujourd'hui, c'est Gaspard Proust, qui est conservateur, et qui est libéral conservateur. Et c'est lui qui il est beaucoup plus rigolo que c'est qui les comiques de gauche aujourd'hui? Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pareil, ça c'est en France, mais aux États-Unis c'est pareil. En Angleterre, ça l'est aussi, largement. On citait tout à l'heure Babylon Bee, qui est un site satirique. Bon, le Gorafi en France, il y a pas le Gorafi est plutôt de gauche en France, mais bon, Babylon Bee c'est l'équivalent du Gorafi, sauf qu'ils sont de droite. The Onion en Amérique, aux États-Unis, qui est de gauche, qui est le Gorafi de gauche, enfin un Gorafi. Lui a quasiment disparu, en tout cas il est pas drôle. Il y a un mot en anglais, the left can't meme, une expression. Oui. C'est-à-dire que la gauche ne sait pas faire de mème, c'est-à-dire des images avec avec souvent un portrait d'un acteur ou avec un petit texte comique, enfin un petit texte satirique ou ironique. Et la gauche ne sait pas faire ça. The left can't meme. L'humour de gauche aujourd'hui est devenu beaucoup moins drôle que l'humour de droite. Ça, c'est encore une autre inversion, qui n'était pas le cas il y a 15 ans. C'était la gauche qui était rigolo, qui était drôle. Un Joe Rogan, donc les comédiens, les grands stand-up comedians américains, ils sont libéraux, ils sont pas de gauche, certainement pas de gauche. Ils sont libertaires. Joe Rogan, quand même, pendant très très longtemps, il s'est décrit quand même de gauche. Hein. Ouais, il est libertarien. Oui, mais aujourd'hui, en fait, la fenêtre d'Overton a tellement fait passer à gauche que les gens qui étaient à gauche avant, maintenant, se retrouvent en fait dans le même camp que les conservateurs, alors, en tout cas très proches, même s'il n'est pas. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'ils sont en fait? Ce sont des. Parce que le fait que cette fenêtre. Oui, mais le fait que cette fenêtre se déplace, leurs opinions. Eh bien, ils se retrouvent. De toute façon, la gauche et droite, c'est toujours relatif. En disant que la droite, c'est toujours l'inverse de la gauche. Il y a pas. À chaque fois que je vois quelqu'un qui essaie de faire une définition positive de la droite, je ricane doucement parce que ça ne mène à rien. La droite, c'est toujours l'anti-gauche. Et donc, Joe Rogan, qui est opposé aux dérives de la gauche aujourd'hui, il est de droite. Oui. Politiquement, il est comme ça. Et d'ailleurs, il est classé, les gens de gauche le considèrent comme de droite. Pareil pour Dave Chappelle. Dave Chappelle, le comique américain noir, là, le très grand, a eu des problèmes considérables avec la gauche, alors qu'il vient de la gauche. Et il est aujourd'hui considéré comme de droite. Alors, il y a l'anglais... il y a un show sur Netflix. Son nom m'échappe, c'est pas grave. Ah oui, celui qui a les cheveux longs. Qui jouait dans The Office. Ah bon oui. Je pensais que tu voulais parler de celui qui se prend un peu pour Jésus, là. Russell Brand. Non, pas lui. Non. Bon, bref. C'est pas... je sais pas s'il est anglais, mais Ricky Gervais. Oui, c'est Ricky Gervais. Il est anglais. Okay. Ricky Gervais. Et donc lui, quoi lui aussi est d'origine de gauche, mais avec l'humour. Puisqu'il se moque, il accepte de se moquer de la gauche. Il se moque autant des trans que des ennemis des trans. Il fait des blagues sur Hitler. Ah oui. Faire des blagues sur Hitler, c'est pas de gauche. Oui. Si Hitler est un objet comme l'a fait Dieudonné. Dieudonné faisait des sketchs sur Hitler. Et non, t'as pas le droit. C'est ça, c'est en France. Dieudonné, c'est un bon exemple. Hein, moi, j'appelle ça le phénomène de la marée. C'est que quand la marée était haute, tout le monde était à gauche. Puis en fait, la marée s'est baissée et puis se sont retrouvés tout nus. Oui, c'est ça. Ouais. Et la marée est partie de l'autre côté de l'océan. Et donc, l'eau, ces gens-là se retrouvent tout seuls. Ils n'ont pas voulu suivre, ils sont restés sur là où ils étaient avant, ils n'ont pas voulu suivre la marée.
Et donc, ils sont de droite aujourd'hui. Enfin, ils sont techniquement de droite, même si mais en revanche, j'ai du mal à comprendre ton, cette idée-là qu'on puisse pas définir la droite de façon positive. Enfin, c'est d'autant plus bizarre que comme la droite incarne des valeurs, si je puis la définir positivement ainsi, notamment des valeurs traditionnelles, euh, ça paraît curieux et donc quelque chose de stable, ça paraît curieux qu'elle soit définie par opposition à la gauche qui, par définition, évolue dans le progressisme et donc dans des idées nouvelles. Tu vois ce que je veux dire? la gauche, comme le définit un polémiste français, c'est l'expression égalitariste de l'idéologie cosmopolite. Et la droite, elle lutte contre ça. La droite, elle lutte historiquement. La droite s'est toujours opposée à la droite. Enfin, ceux qui se sont mis à droite dans l'hémicycle, c'était les opposants à la Révolution française, lors de la première assemblée, là où la droite et la gauche ont été définies, en 1790. Non, 89, pardon, avec les États généraux. Mhm. Et donc, lors de l'Assemblée nationale. Et être de droite, c'est s'opposer. C'est s'opposer à la gauche. C'est quand même les valeurs, tout cette ça. vieille définition soit restée si actuelle. Je ne sais pas ce que c'est que les valeurs de droite. Les valeurs conservatrices, je dis. Ben non, je sais pas trop ce que ça veut dire, tu sais, parce que le libre marché, bah oui, mais la famille, ça dépend laquelle. Aujourd'hui, je veux dire la mienne, pas la tienne. Ou... non, mais ça n'a pas toujours été le cas. La gauche a été familialiste. Était pour les allocations familiales pendant très longtemps. Le Parti communiste était opposé à l'avortement jusque dans les années 80. Ils étaient opposés à l'immigration. Le Parti communiste, dans les années 80, avec Georges Marchais. Marchais, il y a des discours assez connus aujourd'hui parce que la droite repasse. Oui, mais ça, c'est parce que dans les deux pôles antagonistes de la gauche, il y a d'un côté le cosmopolitisme et le collectivisme. Et donc dans le collectivisme, dans le collectivisme nationaliste, il y a ce côté, on protège nos travailleurs avant les travailleurs étrangers. Donc il y a une certaine logique à ça. Mais d'accord, mais ça, ce sont des choses que tu retrouves dans le. Enfin, il y a du collectivisme à droite aussi. Est-ce que le libéralisme est de droite aujourd'hui? Il l'est. Mais moi, je ne suis pas sûr du tout. Il y a moi, je connais beaucoup de gens qui sont très, très conservateurs, très à droite, et qui détestent le libéralisme. Or, dans la plupart des pays, dans le conservatisme et le libéralisme, en tout cas le libéralisme économique, se recouvrent. C'est très, très, très compliqué de définir ces choses-là. Moi, je propose une définition, parce que c'est un peu ma définition préférée de la gauche. Par opposition à la droite. Alors oui, c'est par opposition, mais c'est le fait que la gauche, c'est en fait une autorisation de la jalousie. C'est-à-dire que de l'envie, pardon, oui. C'est-à-dire qu'on encourage les gens à être envieux, et donc par définition, ça voudrait dire que les gens de droite sont des gens qui craignent plus Dieu, évidemment, puisqu'ils pensent que le vice de l'envie va les conduire à la perte. Et donc, qui, même s'ils peuvent être envieux, n'essayent pas ne succombent pas ou ne font pas semblant que c'est une vertu. Moi, j'aurais tendance à accentuer ça. Oui, mais placer les champs politiques sur une échelle de vertu, c'est confondre les domaines. Tu vas réduire faire entrer Oui, je vois ce que... Évidemment, c'est vrai qu'à partir du moment où tu dis la gauche, c'est l'apologie de l'envie,
c'est difficile d'en déduire quelles vont être les idées politiques concrètes d'aujourd'hui, notamment parce qu'en plus elles évoluent avec le temps, mais quelles vont être comment est-ce qu'ils vont se positionner aujourd'hui. Mais disons que c'est la définition la plus essentielle malgré tout. Et puis en plus c'est un thème qui revient souvent. Oui, ce sont des comportements qui reviennent souvent, hein. Par Ouais. exemple, le désir de taxer les riches, c'est de l'envie. C'est absolument pas motivé par un quelconque calcul rationnel de revenu Comme, fiscal, hein, parce que comme, taxer les comme le riches, c'est faire prouve, bénir là. comme le prouvent les petits cantons suisses catholiques qui d'année en année baissent les impôts. Ah oui, c'est la. Ça, c'est vraiment purement rationnel, hein. Là, en l'occurrence en Suisse. Mhm. Alors que, oui, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que l'envie est un moteur de l'action politique de la gauche. L'égalitarisme, hein, c'est simplement l'égalitarisme, hein, c'est de vouloir qu'il n'y ait pas une tête qui dépasse. Et donc l'égalitarisme est cultivé par l'envie, ou bien prend ses racines dans l'envie plutôt. Euh, mais il peut y avoir de l'envie à droite aussi. Enfin, on n'échappe pas à l'envie. C'est un, c'est le fond de l'âme. C'est pour ça que. Oui, Mais exactement. à droite, on ne s'en sert pas. Peut-être la différence, c'est qu'on rechigne à s'en servir comme mouvement, comme Prétexte. motif politique. Ouais. Passion politique. Voilà, passion politique. La passion de l'envie, elle est politique à gauche, et à droite, elle existe, mais on veut pas, mais on rechigne à en faire un moteur de l'action politique. Mais bon, à droite, il y a des, il y a un problème qui est la haine de la nouveauté. Ça, c'est un problème de la droite, qui n'y a pas à gauche. Tu vois, si le fait d'être d'être plus créatif ou d'être ouvert à. C'est toujours c'est les deux pôles, hein, c'est l'ordre et le chaos. Oui. Le problème de l'ordre, c'est que il s'ossifie, il se calcifie et il s'effondre d'un coup. Et le problème du chaos, c'est qu'il n'y a pas de, c'est qu'il n'y a aucun moment où on peut s'asseoir et profiter on est obligé de bouger tout le temps, de tout le temps changer. Et ça, c'est pas bon pour une société humaine, c'est pas bon pour un individu, au niveau d'une personne aussi, hein, et donc au niveau dans la vie dans la collectivité composée par les individus, le chaos permanent n'est pas bon. Et donc le jeu de l'un et de l'autre est très important. Et donc le problème le vice de la gauche, c'est le chaos, le vice de la droite, c'est l'ordre rigide. Euh, le problème de la gauche, c'est l'envie. Le problème de la droite, c'est de se méfier de la nouveauté, enfin d'avoir peur de la nouveauté. Ou du changement. Bon, Oui, mais ça c'est très juste, ouais, effectivement. Et en fait, c'est quoi? Une aversion au risque, cette peur du changement c'est- Non, c'est un. Bah, tu sais, les tempéraments, les personnalités, les traits de personnalité euh, sont euh, prédicteur? des bons prédicteurs. Ça se dit pas, ça se dit ça, prédicteur? De position politique. Quand t'as le trait de personnalité ouverture qui est très prononcé, as beaucoup plus de chances d'être de gauche. Ouais. Et quand ton trait d'ouverture qui est beaucoup plus faible, tu as beaucoup plus de chances d'être de droite. Et toi, t'es ouvert? Mais moi, je suis très ouvert. Moi, dans ma personnalité, oui, oui. Je suis à 85% plus enfin, ouvert. 85%, il n'y a que 15% des gens qui sont plus ouverts que moi. Mais je me dis pas de gauche. Je sais pas. Ouais. Mais Enfin, c'est pas automatique. Hein, c'est pas automatique. Non, non, mais c'est intéressant malgré tout. Ah, il faudrait qu'on partage un jour Moi, nos je résultats de suis, tests de personnalité. Tiens. moi, je suis à peu près moyen partout. Je crois qu'en ouverture, je dois être à 53 ou centiles, ou quelque chose comme ça. J'ai très peu de.
très peu de dimensions dans lesquelles j'ai des résultats extrêmes. Ah oui. Mais on le fera, oui. Ouais, on comparera nos résultats sur la Big Five. Ok. Excellent. Bah écoute, ça m'a fait plaisir de te parler. À la prochaine fois. Ouais, passe une bonne soirée. Pareil, salut. Salut.